Merci de nous rejoindre sur Téléchat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous débutons avec cet arrêté portant nomination des membres du jury des concours d'entrée à l'ENAM et examen de fin d'année au titre de l'année 2010-2011. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, arrête. Le jury des différents concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM et d'examen de fin d'année au titre de l'année 2010-2011 est composé comme suit. Le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail, président, le directeur général du secrétariat général du gouvernement, membre, le secrétaire général du ministère de la justice, membre, le secrétaire général du ministère des finances et du budget, membre, le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, membre, le directeur général de l'ENAM, membre. Le secrétariat du jury est assuré par le directeur des études et des stages de l'ENAM. Le jury s'est réuni sur convocation de son président. Il siège à huis clos et prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le jury supervise l'organisation pratique des concours et examine les candidats. Après délibération, le jury propose au président de la République la liste des candidats susceptibles d'être déclarés définitivement admis aux différents concours d'entrée à l'ENAM et examen de fin d'année au titre de l'année 2010-2011. Le jury peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans l'accomplissement de sa mission. Le présent arrêté abroge toute disposition antérieure, contraire notamment à l'arrêté numéro 2870/PR/2010 du 4 novembre 2010. Le ministre secrétaire général du gouvernement chargé des relations avec l'Assemblée nationale, président du conseil d'administration de l'ENAM est chargé de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 1er février 2011. Idriss Déby Itno. À la une de l'actualité, l'opération de distribution des cartes d'électeurs est effective depuis ce matin. Le premier citoyen tchadien Idriss Déby Itno et la première dame Inda Déby Itno ont officiellement retiré leurs cartes d'électeurs. C'était au cours d'une cérémonie organisée dans le premier arrondissement en présence des membres du gouvernement, de la CENI, des observateurs nationaux et internationaux. Kadnoubatimfil. La Commission électorale nationale indépendante CENI lance officiellement la remise des cartes d'électeurs. Le coup d'envoi est donné dans la toute première circonscription administrative de la capitale. La première carte d'électeur a été remise au chef de l'État Idriss Déby Itno, la seconde à la première dame Inda Déby Itno. Le travail qui a été abattu par la CENI par rapport aux accords du 13 août 2007, l'organe qui a été mis en place, donc avec le comité de suivi, on fait un travail exaltant, un travail difficile, mais un travail qui a des résultats vraiment probants. Ils ont tenu leur pari. Ils sont arrivés aujourd'hui à une étape extrêmement importante, l'étape de la distribution des cartes des électeurs. C'est vrai, il reste encore d'autres étapes à franchir. Mais cette étape déjà nous amène à croire que, sans risque de nous tromper bien sûr, que le processus démocratique se renforce dans notre pays. Tout le monde y croit et tout se passe dans un climat de sérénité, de cordialité, dans un climat de dialogue entre les différents acteurs. Donc je ne peux que me réjouir, dire à la CENI bravo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Yaya Mamat Ligita, a saisi l'opportunité pour témoigner au président de la République toute sa gratitude pour le soutien apporté à la CENI. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
de remercier le garant de l'accord du 13 août 2007 que vous êtes pour avoir soutenu notre institution afin que l'exécution de l'étape cruciale du processus électoral, que le lancement de la distribution des cartes d'électeurs, soit respecté dans les délais. La CENI invite tous les électeurs dûment recensés de se munir de leurs récépissés afin de retirer leurs cartes lors d'affichage des listes d'électeurs devant le bureau de vote. À défaut de récépissé, l'une des pièces prévues au code électoral permettra à toute personne ayant perdu son récépissé de retirer sa carte d'électeur. Yaya Mamat Ligita d'affirmer que la tâche revient désormais au démembrement de la CENI des différentes régions. Ils doivent superviser cette grande opération de distribution de cartes aux électeurs enregistrés sur le fichier électoral. Après donc le couple présidentiel, c'est au tour du Premier ministre Emmanuel Nadingar à retirer sa carte au quartier Amtoukoui dans le 7e arrondissement de la capitale. Ramad Yassan. C'est au carré numéro 18 du quartier Amtoukoui dans le 7e arrondissement municipal de N'Djamena que le Premier ministre Emmanuel Nadingar est allé retirer sa carte d'électeur. La carte d'électeur est un document qui permet aux citoyens de se prononcer lors des prochaines échéances électorales. Cette carte est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a relevé au cours de cette opération de distribution des cartes d'électeurs que le droit de vote est un devoir pour tout citoyen avant d'ajouter que celui-ci est un attribut essentiel de la démocratie. Le chef du gouvernement Emmanuel Nadingar a également insisté sur la nécessité d'avoir une carte d'électeur. Tout autre chose à présent dans le cadre de la mise en œuvre des options stratégiques du gouvernement dans sa politique de lutte contre l'analphabétisme, une convention de financement a été signée entre le ministère de l'Éducation nationale et l'UNESCO d'un montant total de 226 000 $. Ce projet permettra à l'UNESCO d'apporter un appui technique au ministère en charge de l'éducation. La signature a eu lieu ce matin au Centre national de curricula CNC d'Oba Robert. Une bonne politique de l'éducation passe par la formation des enseignants et des programmes bien ficelés. Ces soucis permanents du gouvernement tchadien est entièrement partagé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO qui lui apporte son appui. La présente signature de convention de financement s'inscrit ainsi dans le cadre de la mise en œuvre des options stratégiques du gouvernement dans sa politique de lutte contre l'analphabétisme. D'un montant d'environ 110 millions de francs, ces projets permettra à l'UNESCO d'apporter un appui technique et financier au Tchad pour le renforcement des capacités pédagogiques, institutionnelles et organisationnelles des structures en charge de l'élaboration des programmes et de la formation des formateurs. Je voudrais inviter les équipes impliquées dans le présent projet à produire les résultats de qualité attendus dans les délais requis. Cet appel aux experts de l'UNESCO et du ministère revêt une importance capitale. Le projet à mettre en œuvre permettra également de concevoir de nouveaux programmes de formation initiale et continue des enseignants au niveau des écoles normales d'instituteurs. À cela s'ajoute la mise en œuvre du bilinguisme dans les établissements primaires. Le Tchad, à l'instar de beaucoup de pays de par le monde, a inscrit le développement des ressources humaines comme l'une de ses priorités. Dans cette optique, le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, a opté pour une politique visant essentiellement la scolarisation de tous les enfants du Tchad. Financé par le Japon à travers l'UNESCO, ces projets est le fruit d'une coopération agissante entre le Tchad et le Japon dans le secteur éducatif. Pénurie de gaz butane dans les ménages en N'Djamena, un protocole d'accord vient d'être signé à cet effet entre le ministère du pétrole et de l'énergie et un certain groupe de partenaires. Cet acte vise non seulement à apaiser les souffrances des populations, mais aussi d'éviter les ruptures de cette source d'énergie domestique dans la capitale et le reste du pays. Les dispositions pratiques sont prises pour la création d'un centre de stockage approprié. Le ministre du pétrole et de l'énergie s'est exprimé sur le bien fondé
sujet de ce protocole d'accord. C'était cet après-midi. Il est au micro de Marale Joséphine. Il y avait une pénurie de gaz et nous avons signé un protocole d'accord avec une société qui s'appelle PETAP. Et la société PETAP nous a d'abord, dans une première phase, fourni une certaine quantité de gaz qui était déjà épuisée. Nous avons renouvelé ce protocole d'accord et c'est dans le cadre de ce protocole d'accord que ces citernes sont arrivées. Et j'espère que la quantité qui est là pourra satisfaire, même si ce n'est pas la totalité, au moins, n'est-ce pas, une bonne partie, n'est-ce pas, des ménages. Parce que nous sommes en train de vouloir augmenter l'importation du gaz en attendant que notre raffinerie soit fonctionnelle. Mais nous aimerions, à l'avenir, avoir un centre d'enfûtage ici sur place. C'est d'avoir des cuves qui contiennent, n'est-ce pas, une quantité suffisante de gaz pour une durée dans le cas où nous n'arrivons pas, peut-être, vous savez qu'en période de pluie, il y a des routes, certaines routes, n'est-ce pas, du Nigeria ou bien du Cameroun ici, ou bien d'ailleurs, ce n'est plus praticable. Alors si peut-être dans 1 mois, 2 mois, n'est-ce pas, ces routes ne sont pas praticables, nous pouvons ne pas nous contenter de notre stock de 3 mois, n'est-ce pas, de sécurité. Tabe Eugène, ministre du Pétrole et de l'Énergie. La Commission nationale de lutte contre la cherté des vies a procédé hier à l'installation de 2 sous-commissions dans les 6e et 9e arrondissements de la capitale. Ces sous-commissions sont censées amener les commerçants à appliquer les prix des produits de première nécessité fixés par le gouvernement. Saint-Ichmantar. Après les 4e, 5e, 7e et 8e arrondissements, la Commission nationale de lutte contre la cherté de vie a poursuivi sa tournée d'installation. Ce matin, elle a mis le cap sur le quartier Moursal dans le 6e arrondissement et à Walia dans le 9e arrondissement. Dans l'un comme dans l'autre, les membres de la commission se sont attelés à expliquer la méthode de travail de la dite structure. Une méthode d'abord participative selon le secrétaire général. Mahamat Ahmad Saleh a souligné que les nouveaux prix des denrées alimentaires ont été fixés suite aux informations recueillies auprès des commerçants eux-mêmes. S'appuyant sur ces informations, le président de la République a pris des mesures qui réduisent considérablement les taxes auxquelles sont assujettis les commerçants. Ces mesures entraînent donc la baisse des prix des denrées alimentaires et les commerçants grossistes comme détaillants sont tenus de les respecter. Les sous-commissions installées dans les arrondissements sont appelées à faire respecter les prix par un contrôle rigoureux. Le colonel Tahir Ibrahim de la commission a exhorté les membres des sous-commissions à être vigilants et à ne pas se laisser corrompre par les commerçants véreux. L'ex-président tchadien poursuivi pour crime contre l'humanité sera bientôt jugé au Sénégal. C'est en tout cas ce qui ressort du 16e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Suite donc à cette décision, l'avocate des victimes et le président de l'AVCRHH ont réagi ce matin au micro de notre reporter Ali Ademouns. Suivez-les. C'est une décision qui ne me surprend pas du tout, mais qui plutôt me plonge dans la tristesse. C'est depuis 20 ans que les victimes sont en quête de justice. Et depuis exactement 5 ans, l'Union africaine avait mandaté le Sénégal de juger Hissène Habré au nom de l'Afrique. Le Sénégal nous a fait partir de tergiversation en tergiversation, ce que nous appelons dans notre jargon des manœuvres dilatoires pour ne pas s'attaquer proprement à ce dossier. Quand bien même au sortir du sommet des chefs d'État de 2006, le sommet auquel l'Union africaine avait confié ce dossier au Sénégal, et le président Ouad avait également fait une déclaration solennelle d'acceptation de ce dossier. Cette décision ne nous honore pas. Parce qu'en fin de compte, je crois que les chefs d'État africains, ils sont encore loin de comprendre que un vent nouveau est en train de souffler. Il faudrait au moins qu'on prenne un temps pour écouter les cris des victimes. Nous sommes en train de mourir. Ces orphelins qui ne peuvent pas avoir une éducation. Donc moi je crois que la logique aurait voulu que on envoie, en fait, parce qu'Abdoulaye Wade a dit qu'il n'en veut plus, qu'on envoie Hissène Habré purement à Bruxelles, où il va recevoir, à mon sens, n'est-ce pas,
un jugement équitable. Parce que pour nous, victimes, le droit n'a pas de couleur. Quelqu'un a tué, quelqu'un a fait mal, il doit répondre de ses actes devant un tribunal. Maître Jacqueline Moudeina et Clément Abaïtoufa relativement à la décision de l'Union africaine de juger Hissène Habré au Sénégal. Vous l'avez peut-être constaté, certaines statuettes placées dans les différents ronds-points de la capitale par la mairie de N'Djamena pour embellir la ville ont été démontées, et ce, juste après les festivités commémoratives du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. Mais pour quelles raisons, me demanderez-vous? Suivez plutôt ce reportage signé Rangatam Irena. À peine elles sont posées dans quelques ronds-points de la capitale pour embellir la cité que les statues sont enlevées, ce qui laisse libre cours à toutes sortes de spéculations. L'initiative vient pourtant de la mairie qui avait installé ses œuvres d'art. Nous sommes à la place des armées. Les statues démontées sont convoyées à la voirie. Ce sont 3 statues qui sont concernées par cette opération. Dans le cadre de l'embellissement de la ville de N'Djamena, c'est vrai, des statuettes ont été posées dans les différents ronds-points, mais nous avons enregistré plus de 400 quelques manifestations, 400 quelques plaintes relatives à ces statuettes-là. Donc, pour préserver, n'est-ce pas, cette diversité culturelle, cette laïcité qui font notre fierté, nous avons décidé de retirer tout simplement ces statuettes. Le secrétaire général de la mairie admet volontiers les erreurs d'appréciation de la part de la commune. N'importe quel pays du monde, on ne peut en aucun cas concevoir une cohabitation entre des Taupins et des lions. Ça, c'est impossible. Et cela démontre que ce travail n'a pas été effectué dans la règle de l'art. Ce travail n'a pas été effectué dans une concertation, dans une prise de décision collégiale. La commune promet à l'avenir des études minutieuses avant de choisir le projet d'œuvre d'art, une sorte de mea culpa. Et puis, les autorités municipales de la ville de Massakori vont en guerre contre les emballages en plastique communément appelés LEDA. Une quantité énorme de ce produit non dégradable saisi par la douane a été tout simplement incinéré dans le chef-lieu de la région de Hadjar Lamis. Suleiman Diabou. L'opération LEDA Zéro en N'Djamena fait des émules dans le Tchad profond. Après abécher dans le Wadaï, l'usage de ces plastiques appelés communément LEDA est désormais interdit dans la ville de Massakori. Cette quantité d'emballage a été saisie par les services de douane du chef-lieu de la région de Hadjar Lamis. Après la remise de ces emballages plastiques non dégradables aux autorités municipales, celles-ci ont procédé à leur incinération. Le secrétaire général du département de Dagana a profité de cette occasion pour demander aux forces de l'ordre d'appuyer la police municipale dans sa mission. Une mission qui vise l'éradication de l'EDA de la ville de Massakori. Le maire de la ville de Massakori, Ahmad Tidjani, a emboîté les pas au secrétaire départemental de Dagana. Le maire a saisi l'opportunité pour lancer l'opération LEDA Zéro à Massakori. Pour compter de ce jour, nous voulons que la ville de Massakori soit une ville propre et ressemblée à la ville de N'Djamena. Nous attirons l'attention de tous nos commerçants que désormais le LEDA est interdit dans la sous-préfecture de Massakori, sur tous nos marchés. Aujourd'hui, la ville de Massakori est déclarée une ville sans LEDA. Importé du Nigeria voisin, le plastique appelé communément LEDA est nuisible aux écosystèmes. Ces produits non biodégradables et sous l'œil du cyclone dans la ville de Massakori. La communauté tchadienne vivant aux États-Unis a célébré les 50 années de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. La présence des diplomates des pays amis et celle des autorités du pays hôte a donné un cachet tout particulier à cette célébration. Une opportunité offerte à l'ambassadeur du Tchad auprès des États-Unis, à l'ami Ahmad, de retracer l'histoire du Tchad depuis l'indépendance à l'ère démocratique. Suivez ce reportage signé Siga David. Ils sont très nombreux à célébrer avec frénésie et allégresse l'accession de leur pays à la souveraineté internationale. C'est au tour de leur ambassadeur Alami Ahmad que les Tchadiens vivant aux États-Unis ont commémoré ce moment historique. Le diplomate tchadien a loué la bonne coopération et le partenariat agissant
que le pays de Toumaï entretient avec les autres pays, épris de paix et de justice au rang desquels figurent les États-Unis d'Amérique. Il a saisi l'opportunité pour admirer la forte cohésion et les liens exemplaires qu'entretiennent les Tchadiens, gage de développement d'une nation. Nous sommes réunis non seulement pour exorciser les démons du mal qui ont détruit le pays, mais aussi et surtout pour exprimer nos espérances. Le représentant permanent du Tchad auprès des Nations Unies a en outre rappelé les profonds changements qui s'opèrent au Tchad sous la direction du chef de l'État Idriss Déby Itno. L'an 1 de la renaissance du pays annoncé par le président de la République augure une nouvelle ère pour son émergence socio-économique. Les Tchadiens de Suisse ont également célébré l'événement dans la joie le 14 janvier dernier. Une grande cérémonie a été organisée à cet effet par l'ambassade du Tchad à Genève. Saint-Ishmantar. Ils sont arrivés nombreux de toute la Suisse pour commémorer le 50e anniversaire de l'ascension de leur pays à la souveraineté internationale. Ils sont venus confirmer par cette présence leur attachement à la mère patrie. En plus des diplomates accrédités auprès de la Confédération helvétique, de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, les représentants des autorités suisses et de nombreux autres invités d'autres nationalités sont venus témoigner leur amitié et leur sympathie aux Tchadiens. Après l'exécution de l'hymne national, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire représentant permanent de la République du Tchad, Bamanga Abbas Maloum, a dans son allocution fait un bref aperçu de l'histoire tumultueuse du Tchad, de son indépendance jusqu'à une époque récente. Une histoire émoyée de nombreux événements douloureux. Des événements qui sont désormais de tristes souvenirs depuis quelques années grâce à la politique de développement enclenchée par le président de la République Idriss Déby Itno. Et Bamanga Abbas d'ajouter que grâce à l'engagement du chef de l'État, de grandes réalisations sont enregistrées chaque jour. Un engagement et une détermination du président de la République qui font du Tchad un pays qui gagne et qui émerge. S'adressant à ses compatriotes, l'ambassadeur Bamanga Abbas les a invités à être exemplaires. À l'entendre, le Tchad offre de grandes opportunités à tous ceux qui désirent venir investir. C'est un pays résolument tourné vers son développement qui a soufflé ses 50 bougies. Campagne pour les législatives 2011, l'alliance MPS, RDP et Viva RNDP multiplie les meetings à travers le pays. Dans ce reportage que vous allez suivre, l'alliance MPS RDP et Viva RNDP a organisé tour à tour des meetings publics à Massaguet, Massakuri, Nguri, Mao, Mondo, Moussoro et N'Djamena. La mouture est signée Apolline Gani. L'alliance MPS RDP Viva RNDP continue à multiplier ses déplacements à l'intérieur du pays pour mobiliser les électeurs. Massakuri, Mondo, Nguri, Massaguet sont autant d'étapes parcourues par l'équipe de l'alliance de la Renaissance. Lors de leur meeting, les candidats de l'alliance MPS RDP Viva RNDP ont transmis un message axé sur la renaissance du Tchad. Il s'agit d'un Tchad nouveau, paisible et résolument tourné vers le progrès et le bien-être social. Le chef de la délégation, le président du RDP, Lol Mamadjoua, invite les électeurs de Massakuri, Mondo, Nguri et Massaguet à un sursaut nationaliste. Ils sont priés d'être mobilisés et unis derrière les candidats présentés par l'Alliance. À Moussoro, Abakar Taher Moussa a aussi rappelé l'importance de l'alliance conclue par le MPS, le RDP et le Viva RNDP. Le secrétaire national chargé des commerçants invite la population de la région du Bar El Ghazal à un vote massif en faveur des candidats de la liste MPS-RDP. À N'Djamena, l'Union nationale des commerçants du MPS a mobilisé ses militants des 10 marchés de la capitale. Le représentant des commerçants du MPS de N'Djamena demande à ses camarades d'apporter leur soutien et leur voix aux candidats de l'Alliance. Dans le souci de réaliser un scrutin transparent, le bureau politique national du MPS renforce les capacités des formateurs, des délégués des bureaux de vote au centre culturel Almouna. D'une alliance à une autre, celle qui regroupe le parti PLD et l'UNDR a animé hier après-midi un meeting dans le 2e arrondissement de la capitale, plus précisément dans le quartier Goudi, animé par le secrétaire général adjoint du dit parti, Laoukole Jean-Baptiste. Ce fut une occasion pour présenter les deux candidats du 2e arrondissement aux prochaines législatives. Anoumbe Hortense. Ce sont deux candidats qui ont été présentés par l'alliance PLD-UNDR à la population et aux militants du 2e arrondissement.
Deux candidats qui, selon le Parti pour les libertés et la démocratie et l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, constituent l'espoir de la jeunesse pour le changement. Ousmane Chérif et Idriss Moussa ont saisi l'occasion pour présenter leur vision pour le 2e arrondissement. Il s'agit pour eux de faire du 2e arrondissement un modèle et une référence pour la ville de N'Djamena. Déjà, ils promettent à la population de se battre en faveur des déguerpis, des associations féminines et pour le renforcement des capacités du centre de santé de Bololo. Le secrétaire général adjoint du PLD, Laokole Jean-Baptiste, a au nom de l'Alliance PLD-UNDR convié la foule à sortir massivement le jour du scrutin pour voter les deux candidats. Faites de votre mieux pour que nos deux candidats qui sont ici, les dignes enfants du 2e arrondissement, gagnent votre confiance et que vous puissiez les envoyer réellement à l'Assemblée nationale. Laokole Jean-Baptiste appelle les militants à la vigilance pour déjouer certains obstacles et affronter avec espoir les élections législatives. Le mouvement pour la paix et le développement au Tchad des MPDT est en campagne lui aussi pour les élections législatives au village Guilmey. C'est dans le 1er arrondissement. Ils sont au total 2 candidats pour la circonscription de la commune de N'Djamena. C'est le vice-président du MPDT, Abdallah Gombo, qui a présidé la cérémonie. Apolline Gani. Dans le cadre des élections législatives du 13 février prochain, le Mouvement pour la paix et le développement au Tchad, MPDT, présente 2 candidats dans le 1er arrondissement de N'Djamena. Il s'agit de Damnoudji Irène et de Mohamed Ali Djodé. C'est pour les faire connaître par la population que se tient ce meeting, coordonné par le vice-président du MPDT, Abdallah Gombo. Tout en insistant sur l'intégrité et la compétence des 2 candidats, Abdallah Gombo a invité les habitants du 1er arrondissement en général et les militants du MPDT en particulier à sortir massivement le jour du vote pour leur assurer la victoire. Pour lui, le MPDT est une formation politique qui se caractérise par sa volonté de contribuer positivement à l'ancrage de la démocratie au Tchad. Selon la candidate Damnoudji Irène, le 1er arrondissement est confronté à plusieurs problèmes. Elle s'engage particulièrement à œuvrer pour que les femmes aient un accès aisé au microcrédit afin qu'elles développent des activités génératrices de revenus. Le candidat Mohamed Ali Djodé, quant à lui, appelle les militants à rester mobilisés pour la victoire du mouvement pour la paix et le développement au Tchad, MPDT. À l'entendre, l'élu du peuple est le porte-parole de la population à l'Assemblée nationale. Il entend au niveau local contribuer à l'instauration de la paix entre les militants du MPDT et surtout entre tous les habitants du 1er arrondissement. Législative 2011, toujours le président du Rassemblement pour la démocratie et le progrès rénové RDPR, Al-Hajj Mohamed Tesseid, a lancé officiellement la campagne pour les législatives le samedi dernier. C'était à Mao, dans la région du Kanem. Le RDPR va à la conquête de 2 sièges dans cette région. Nangyo Arnaud. Dans la région du Kanem, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès rénové RDPR vise 2 sièges à l'hémicycle sur les 6 places en vue. Ce sont Al-Hadi Mohamed Seid et Mohamed Yosko Brahim qui sont investis pour représenter le RDPR aux législatives dans le Kanem. Lors du lancement officiel de la campagne pour les législatives dans la région, le président du RDPR, Al-Hadi Mohamed Seid, lui-même candidat, a invité les habitants du Kanem à voter pour son parti. À l'entendre, le RDPR est le seul parti à mieux connaître les difficultés que rencontre la population du Kanem. Que notre liste est la meilleure. Les raisons sont simples. Nous avons toujours été avec vous, dans le malheur, dans le bonheur, que ce soit Mohamed Yosko ou moi-même, et nous resterons avec vous. C'est sous le signe du changement et du renouveau que les 2 candidats aux législatives Al-Hadi Mohamed Seid et Mohamed Yosko Brahim placent leur candidature. Ils invitent la population du Kanem à soutenir le RDPR dans sa lutte. Une lutte qui, selon ces candidats, ne peut produire les résultats escomptés que grâce à l'adhésion de la population du Kanem.
Et avant la page sportive de cette édition, je vous donne la teneur de ce communiqué officiel qui nous émane de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, rappelle les présidents et secrétaires généraux des partis politiques légalement constitués que conformément aux articles 127, 129, 130, 131 et 132 du Code électoral, le dépôt des dossiers de candidature aux élections présidentielles commence du 4 au 18 février 2011. À cet effet, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de président de la République les Tchadiens de deux sexes remplissant les conditions suivantes. Être tchadien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes tchadiens d'origine et n'avoir pas une nationalité autre que tchadienne. Avoir 35 ans au minimum, jouir de tous ses droits civiques et politiques, avoir une bonne santé physique et morale, être de bonne moralité. La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes. Un certificat de nationalité tchadienne, un extrait d'acte de naissance, un certificat de résidence, un certificat médical datant de moins de 3 mois, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, le récépissé du versement du cautionnement, l'attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition des partis politiques déclare que le dit parti ou la dite coalition est investi, l'intéressé a investi l'intéressé en qualité de candidat à l'élection présidentielle ou la mention que le candidat se présente en qualité de candidat indépendant. Une déclaration sur l'honneur que le candidat remplit les conditions d'éligibilité requises, une profession de foi. La candidature à la présidence de la République est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat intéressé et déposée auprès du Conseil constitutionnel. Le président de la Commission électorale nationale indépendante espère que les partis politiques et leurs candidats à la présidence de la République observeront de manière scrupuleuse les dispositions du Code électoral ainsi que le délai de dépôt de candidature ci-dessus mentionné afin d'éviter tout malentendu irrélatif. Et puis enfin, le président de la Commission électorale nationale indépendante compte sur la bonne compréhension de tous et souhaite bonne chance à tous les candidats. Le communiqué porte bien sûr la signature du président de la Commission électorale nationale indépendante, Yahya Mahamat Ligita. Je le disais tantôt, un match amical international. Le Tchad affronte le Niger au stade Idriss Mamato Ouya. Le match a commencé il y a quelques minutes et nous allons tenter d'entrer en contact avec nos chroniqueurs sportifs qui se trouvent au stade Idriss Mamato Ouya. Alors, Théophile Kadnouba, si vous me laissez, est-ce qu'on peut avoir l'ambiance qui prévaut déjà au stade ce soir? Oui, Rosalie, ici le stade Idriss Mamato Ouya, nous vous recevons 5 sur 5. Mais contrairement par rapport à ce que vous avez dit, le match n'a pas encore démarré parce que l'équipe nigérienne est arrivée dans la capitale tchadienne un peu en retard, un peu tard dans la soirée. Donc, ce qui a fait que pour l'instant, l'équipe vient juste de faire son entrée au stade Idriss Mamato Ouya. En ce qui concerne le public a fait un déplacement par rapport au match Fula Édifice Sonny Elangema de Malabo. Et nous espérons croire que ce public va jouer son rôle de 12e joueur sur l'aire de jeu. En ce qui concerne la sélection tchadienne qui va évoluer cet après-midi, c'est une équipe complètement rajeunie à 90%. Nous espérons que cette équipe est en train d'être préparée pour le reste des matchs de l'équipe tchadienne. Elle va évoluer face à une équipe nigérienne. Il faut dire que le football nigérien est en plein essor. Le Niger qui vient de battre en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations l'Égypte, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il faut savoir que les Nigériens ne sont pas venus pour une aventure. Le match de cet après-midi, bien sûr que c'est un match amical, mais s'annonce vraiment palpitant de part et d'autre. Se joue justement ce match amical. Est-ce qu'il y a des compétitions internationales en vue?
Oui, Rosalie, c'est par rapport aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Niger évolue dans le groupe B, c'est plutôt dans le groupe G avec l'Afrique du Sud, l'Égypte que je disais tout à l'heure et aussi la Mauritanie. Donc pour l'instant, Niger c'est en deuxième position après l'Afrique du Sud avec 3 points. Pourtant le Tchad qui est presque la lanterne rouge de ce groupe 11 avec 2 points en 5 matchs. Donc le Tchad va profiter de ce match pour pouvoir faire le dernier réglage afin juste de sauver l'honneur parce que les SAO du Tchad, la Coupe d'Afrique des Nations 2012 qui doit se dérouler au Gabon et en Guinée équatoriale, les SAO sont effacés de la liste des pays qui vont se qualifier. Donc c'est juste pour préparer la sortie, la tête haute de l'équipe nationale, l'équipe tchadienne qui devrait livrer son barreau d'honneur. Vous l'avez entendu, le match n'a pas encore démarré, mais il va commencer dans quelques minutes. Le Tchad affronte donc le Niger en match amical. Merci à toutes et à tous. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Bonsoir.